Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer pour le jeune qui a suivi le chef de l'État le 10 février dernier? Mais bien sûr, il y a toutes les raisons d'espérer. Le chef de l'État a dit que malgré la conjoncture qui est difficile, les recrutements ont lieu et les recrutements vont se poursuivre. Je peux vous dire par exemple que ces 5 dernières années, on a recruté ou régularisé la situation de quelques personnels qui étaient en situation précaire pour 22 000 personnes, 22 000 jeunes gens. Il y a un peu plus de 9 000 qui ont été recrutés dans le cadre des concours et d'autres dont la situation a été régularisée, à peu près 12 300. C'était des extemporaires de 4 administrations. D'abord la présidence de la République, les services du Premier ministre ensuite, et puis le MINDEF, et enfin le Consupé. Un peu plus de 12 000, plus les 9 000 qui ont été recrutés sur la base des concours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez que les recrutements ont lieu malgré la conjoncture qui est difficile. Et le chef de l'État a ajouté, les recrutements vont se poursuivre. Et d'ailleurs, depuis le 31 décembre, il a annoncé 9 944 personnels de santé qui doivent être recrutés. Ce sont des personnels qui sont en situation précaire pour le moment. Et donc, ce recrutement, les modalités sont en train d'être mises en place. Justement, c'est ça la question. Et il a également parlé de 3000 autres qui vont être recrutés pendant 3 années. Donc, 9 944 pendant 5 ans et 3000 autres pendant 3 années. Et comme je viens de le dire, les modalités sont en train d'être mises en place, car comme vous le savez, le processus de recrutement obéit à des critères précis pour entrer dans la fonction publique de l'État. Premièrement, au niveau du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, nous organisons un comité interministériel. Dans ce comité interministériel, vous avez toutes les administrations. Chaque administration apporte ses besoins. Nous faisons donc la synthèse de ces besoins. Nous envoyons cette synthèse chez le Premier ministre, chef du gouvernement, qui lui-même va l'examiner et va faire des arbitrages après avoir interrogé le ministre des Finances. Et vous comprenez pourquoi? C'est par rapport à la soutenabilité financière. Voilà, la soutenabilité budgétaire. S'agissant donc de l'exercice 2025 qui vient de commencer, le plan de recrutement et dans les services du Premier ministre, les réunions irrelatives ont d'ailleurs commencé et nous allons donc attendre que le chef du gouvernement ait terminé ses arbitrages et nous retourne le plan de recrutement que nous allons mettre immédiatement en exécution pour que, au cours de l'année 2025, nous puissions faire le travail qui doit être fait dans ce cadre-là. Mais la question des jeunes reste celle de la transparence, c'est de l'objectivité, c'est de l'égalité de chance. Beaucoup pensent que ces recrutements-là ont des yeux, comme on le dit au quartier. Ça va chercher des appartenances régionales, ça va chercher des appartenances ou des accointances avec quelques membres du gouvernement. Est-ce qu'il y a des garanties de transparence et d'égalité de chance? Bien sûr, c'est dans ce sens que nous travaillons. C'est pour ça qu'il y a 2 principaux critères pour entrer dans la fonction publique. Nous avons dit qu'il y a l'admission sur concours, mais aussi il y a des recrutements spéciaux comme ceux annoncés récemment par le chef de l'État. Et donc, dans le cadre de ce processus, 2 principaux critères. D'abord, la compétence du candidat, c'est-à-dire que le résultat qu'il donne au terme des examens qui sont organisés, les concours d'entrée dans la fonction publique, et ensuite l'autre critère qui lui obéit surtout à la justice sociale, à la politique de justice sociale mise en place par le chef de l'État, définie par le chef de l'État, et que nous mettons en œuvre sous la coordination du chef du gouvernement, c'est-à-dire les quotas régionaux. C'est une institution, les quotas régionaux, le chef de l'État, pour permettre à toutes nos 10 régions, aux enfants de nos 10 régions, de se sentir associés et concernés par ce qui se passe. Il y a donc ces quotas régionaux qui existent et nous tenons à ce que ces quotas soient respectés
de telle sorte que chacune des 10 régions, lorsque nous donnons un résultat de concours, soit concernée. Ces quotas, ils sont là, ils sont connus de tous, ou presque, et je peux vous dire par exemple que l'extrême nord, c'est 18%, le nord, 7%, l'Adamawa, 5%, l'Est, 4%, le Sud, 5%, vous avez aussi l'Ouest, je crois que c'est 13%, vous avez le Nord-Ouest, autour de 7 ou 8%, bref, tout ça mis ensemble, parce qu'il y a aussi le Sud-Ouest, ça fait donc 100%. Et chaque fois que nous travaillons, c'est sur la base de ces critères que nous mettons sur la table, et après avoir regardé les performances des enfants, nous essayons de faire que chaque région puisse rentrer dans son quota. On va vous demander de bousculer tout cela, c'est déjà institué, vous exécutez justement ce qui est institué, mais d'où vient-il? Je voudrais convoquer là à la fois le ministre, mais également le journaliste qui s'est fait de l'investigation. D'où vient-il que les Camerounais ne croient pas du tout, pour beaucoup, à cette transparence-là? Nous disons aux Camerounais de croire en ce qui est fait, de croire en la politique mise en place par le chef de l'État, définie par le chef de l'État, et de croire en ce que nous faisons. Mais il y a un petit souci, mon cher Jean-Jacques Zé, c'est que il y a toujours, chaque année, beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Je prends souvent l'exemple de l'entonnoir, vous voyez, au-dessus c'est large, et à la sortie, c'est un petit trou. Parce que, à cause de la conjoncture, le nombre de recrues dans la fonction publique diminue d'année en année. C'est ainsi que vous avez par exemple chaque année 50 000, voire 100 000 jeunes gens qui veulent entrer dans la fonction publique, mais à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la conjoncture et donc la soutenabilité financière, on est obligé de tamiser. Alors vous avez parfois une année 2 000, 3 000, 4 000, sauf lorsqu'il y a un recrutement spécial, comme celui annoncé par le chef de l'État pour le personnel de santé, mais les quotas qui sont réservés au terme des arbitrages font que ces derniers temps, nous n'allions pas, ou presque pas du tout, au-delà de 5 000 jeunes gens qui sont recrutés. Alors, je vais prendre un exemple, les NAM. Oui. Les NAM, on vous dit, vous avez à recruter cette année 275 élèves à l'ENAM. Mais vous voyez, lorsque les jeunes viennent postuler, vous recevez parfois jusqu'à 15 000, 16 000 dossiers. Et vous ne devez retenir que 275. Ah là, c'est les mots de tête. Vous comprenez donc, peut être à votre place. Quel que soit le résultat que vous allez sortir, il y en a qui s'estimeront lésés. Mais nous sommes liés par des textes que nous devons respecter. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes également là pour respecter les quotas régionaux. C'est pour ça que vous aurez facilement quelqu'un qui va rater l'entrée en l'ENAM avec une moyenne de 16 ou 17 sur 20. Ça, je vous le dis. Parce que lorsque le quota de sa région est plein, évidemment, on doit aller voir dans les autres régions aussi pour prendre les meilleurs de ces régions. Parce que je dois vous dire, monsieur Jean-Jacques Zé, qu'il n'y a pas des zones où on n'a que des cancres et des zones où on n'a que des génies. Non, il y a des génies partout et il y a des cancres partout. Donc on essaye de faire que tout le monde se reconnaisse dans le résultat qui est produit. Et bon, voilà. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont un peu les moyens, sont prioritaires et que lorsqu'il y a quand même un seul qui sort du lot, comme le moto-taximan, vous célébrez. Qu'est-ce que vous faites pour leur prouver qu'effectivement, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de tribalisme dedans? Zéro tribalisme, zéro favoritisme. Ce que nous faisons, c'est ce que je viens de vous dire là maintenant. Il se trouve quand même que, malgré tout ce que vous pouvez sortir comme résultat, il y en a qui pensent, qui estiment qu'ils ont échoué parce que ces autres critères subjectifs sont rentrés en jeu. Mais non, hein. C'est pourquoi nous disons aux parents, et même à ces candidats, s'il vous plaît, faites travailler les enfants. Il faudrait qu'ils fassent l'école.
qu'ils suivent les formations qui sont données dans le cadre de la préparation de ces concours pour qu'ils deviennent les meilleurs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que, à cause du nombre très réduit, quelqu'un peut rater un concours avec 17 sur 20. Oui, ça peut arriver et ça arrive. Parce que si dans votre région, on devait prendre 5 et qu'au-dessus de vous, il y a déjà 5 qui ont plus de 17 sur 20 et vous êtes le 6e avec 17, vous voyez que, évidemment, on va privilégier ceux qui sont au-dessus de vous et puis vous allez rester. Mais ceux qui prennent, ceux qui suivent les résultats à la radio en repérant les noms, on dit qu'il y a 2 à Tangana déjà, il y a 3 à Tangana déjà. Est-ce que ce n'est pas le concours de certains et pas des autres? Ça, c'est un critère qu'il faut absolument mettre de côté. Parce que, vous le savez très bien, monsieur Jean-Jacques Zé, vous pouvez trouver un Essomba ou un Atangana originaire de l'extrême nord, ou originaire du sud-ouest, ou du nord-ouest. Non, ce critère ne tient plus. Étant donné que vous, Jean-Jacques Zé, vous avez des amis, vous pouvez avoir un ami qui est dans le nord, ou l'extrême nord, ou dans le sud-ouest, je ne sais pas où, il dit, ah, mon enfant, si, je vais lui donner le nom de mon ami Jean-Jacques Zé, qui est de la région de l'Est. Vous voyez? Et vous vous retrouvez avec un Zé là-bas. Vous vous retrouvez avec un Atanga, ou Atangana, ou Essomba, et ainsi de suite, un peu partout dans la République. Vraiment, ces consonances-là ne peuvent pas constituer un critère. Parce que dès que vous irez donc vérifier, vous vous rendez compte, ah, il est effectivement né là-bas, son père ou sa mère est effectivement de là-bas. Et vous voyez les mariages intercommunautaires dans le cadre du vivre ensemble, dans le cadre des brassages des populations. Vous, de l'Est, vous pouvez aller épouser une femme qui est du Nord, de l'extrême Nord ou de la Damoa. Et puis là-bas, on peut donner le nom. Ça ne tient plus. Ça ne tient pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Alors, vous garantissez que les recrutements qui sont annoncés par le chef de l'État, les 9 944 la santé publique, les 3 000 à contractualiser, il y a égalité de chances selon les critères que vous avez évoqués. Je vous ai dit tout à l'heure que le plan de recrutement est encore chez le Premier ministre. Nous allons attendre le retour. Et je vous ai également dit que ce plan de recrutement est à l'étude. Parce qu'il y a une commission interministérielle. La première phase, c'est souvent au Minfopra, et la seconde, c'est là-bas dans les services du Premier ministre. Avant ces arbitrages du Premier ministre chef du gouvernement, les critères de sélection sont définis. Parce que même là, pour le 9 944, vous savez que c'est bien en dessous des effectifs qui existent et qui ont besoin d'être régularisés, d'être contractualisés. Au ministère de la Santé publique, lorsque nous avons souvent travaillé avec mon collègue, le ministre Santé, ils ont des besoins énormes. Plus de 25 000. Absolument. N'est-ce pas? Qu'ils doivent recruter si nous voulons atteindre les proportions acceptées au plan international. Donc, même sur les 9 944, il va falloir, les critères vont être définis, je ne voudrais pas déjà les dévoiler, d'ailleurs je ne les ai pas, mais il va falloir définir des critères de telle sorte qu'il y ait l'équité, qu'il y ait la justice sociale, et donc, ce serait précipité aujourd'hui de dire que voici ce qui va être fait, voici celui qui va être recruté dans le cadre de ce recrutement spécial. Donc, il vaut mieux être un peu patient, attendre que tout cela soit déjà passé, n'est-ce pas, à l'étude, et que le Premier ministre fasse ses arbitrages qui donnent des orientations, et c'est sur cette base que le travail va se faire. D'accord, monsieur le ministre. On est en train d'aller vers aigle. Permettez qu'on utilise, puisque l'aigle peut aller d'une branche d'un arbre à un autre. Qu'on prenne celui de la gestion actuelle des effectifs de la fonction publique. Vous avez lancé des opérations de recensement physique et autres, où on a plus de 4000 agents publics qui sont pratiquement portés disparus. Cette opération a été arrêtée, elle se poursuit? L'opération se poursuit désormais sans interruption. Alors, ce que vous venez d'évoquer, c'est l'opération COPE, qui a été lancée en 2018 et 2019. Tout cela a commencé au niveau de mon collègue, le ministre des Finances, qui a procédé à un comptage physique des personnels de l'État, d'où le sigle COPE. Et, au terme de cette opération,
il y a eu un certain nombre de critères qui avaient été définis. On a suspendu la solde de ceux qui n'ont pas répondu ou qui n'ont pas obéi à ces critères. Après donc cette phase, est venue la phase contentieuse. Le ministre des Finances, mon collègue, m'a donc transmis le dossier. Absolument. À notre niveau, nous avons reçu un peu moins de 10 000 dossiers, un peu moins de 10 000 cas sur lesquels il a fallu plancher. Nous l'avons fait. Nous avons élagué un certain nombre de cas, par exemple les décédés, par exemple aussi ceux qui ne relèvent pas de notre gestion, c'est-à-dire les magistrats, les forces de défense et de sécurité, certains statuts spéciaux aussi, que nous ne gérons pas au niveau du ministère de la fonction publique. Nous avons élagué, nous les avons retournés à leur ministère d'origine, à leur ministère utilisateur. Et à notre niveau, il nous est resté 8766 dossiers. Nous avons adressé des demandes d'explication à tous ces 8766. Vous savez ce qui est advenu de tout cela? À peine 600, autour de 610, ont répondu à nos demandes d'explication. Sur les 600 demandes d'explication, ou un peu plus, nous n'avons pu trouver que 300, un peu plus de 300 cas qui étaient des cas réels. C'est-à-dire qu'on apportait des justificatifs, qui soient défendables et tout. Pour ceux qui prétendaient avoir été malades, nous avons envoyé les dossiers au ministère de la Santé publique où siège la Commission nationale de santé publique pour regarder si vraiment c'est des cas qui sont justifiés sur la base des certificats médicaux, des dossiers médicaux qu'on nous a apportés et tout et tout. Et c'est donc après ce travail que nous nous rendons compte qu'il n'y a que un peu plus de 300 qui sont des cas défendables. S'agissant des autres, nous avons travaillé d'arrache-pied pour respecter toute la procédure disciplinaire. Parce que lorsque nous constatons votre absence, je l'ai dit tout à l'heure, nous vous adressons une demande d'explication, vous répondez à la demande d'explication, nous vous convoquons au conseil de discipline de la fonction publique, vous venez répondre aux questions qu'on va vous poser, et ensuite on prend les mesures qui s'imposent. Si vous vous êtes bien défendu, évidemment, vous êtes d'ailleurs libre de venir, soit avec un avocat, soit avec un collègue, ou n'importe quelle personne qui va venir vous défendre. Mais il n'y a pas eu beaucoup de cas qui se sont présentés à nous. C'est pour ça que, après cette phase-là, nous sommes rentrés dans les dossiers des uns et des autres pour voir tous les éléments qui doivent aboutir soit à un licenciement s'agissant des contractuels d'administration, soit à une révocation s'agissant des fonctionnaires. C'est pour ça donc qu'après cette procédure qui est quand même assez longue, qui est minutieuse, pour que nous devons nous aussi éviter le contentieux avec ceux-là qui auraient été lésés, qui auront été sanctionnés injustement, à tort, nous faisons cela. Et c'est pour ça que vous avez constaté que depuis à peu près 3 ans, il y a des vagues de licenciements et de révocations. Ce n'est pas terminé. Vous avez d'ailleurs demandé si ça va s'arrêter à cette opération Copé. Mais non. Désormais, l'assainissement du fichier solde et personnel de l'État est devenu une réalité permanente. Nous le faisons au quotidien. Mes collègues, chefs de département ministériel, très régulièrement m'adressent, appelons ça ainsi, les bilans qu'ils font. Ça peut être un bilan trimestriel, il peut être semestriel ou même annuel. Parce que dans chaque département ministériel, il y a un comité chargé de l'assainissement. Et très souvent, lorsqu'ils ont fini de faire ce travail, on envoie au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, nous examinons tout cela, et s'il y a des cas contentieux, nous les envoyons à la division de la discipline et du contentieux pour qu'on enclenche la procédure disciplinaire. Donc, nous le faisons au quotidien,
avant de venir sur ce plateau, par exemple, j'étais en train d'examiner certains de ces cas que j'ai adressés à cette division pour que le travail soit fait. Nous assainissons maintenant au quotidien, de façon permanente. Alors, le problème était à quel niveau, monsieur le ministre? Je voudrais convoquer votre regard. Est-ce que c'est l'indiscipline totale? Vous convoquez des gens, ils ne viennent pas au travail. Est-ce que c'est le reflet d'un ensemble des dessus de la fonction publique qui choisissent d'aller ailleurs? J'ai envie de vous renvoyer votre question. Imaginez, monsieur Jean-Jacques Zé, vous suspendez la solde de quelqu'un depuis 2018 ou 2019. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Après tant de temps, la personne ne se présente se plaint pas. Qu'est-ce que vous dites? Soit elle est décédée, soit elle est allée ailleurs. Elle est allée chercher fortune ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que, dès le départ, mon collègue, le ministre des Finances, a suspendu la solde de ses personnels. Et la procédure disciplinaire, elle a poursuivi son cours, elle a suivi son cours chez nous, et l'aboutissement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les révocations et les licenciements. Est-ce que les gens partent parce qu'ils ne sont pas bien entretenus par l'État du Cameroun, ils ne sont pas bien payés? L'État du Cameroun fait ce qu'il doit faire. L'État du Cameroun fait la politique de ses moyens. Mais, faites attention, monsieur Jean-Jacques Zé. Quand on miroite à nos jeunes gens des paradis qui seraient ailleurs, pas ici chez nous, mais nous sommes en train de constater que beaucoup regrettent un peu d'être partis. De même que ceux qui sont partis, nous recevons de plus en plus de correspondances venant de ces pays pour nous demander d'authentifier tel ou tel diplôme qu'ils ont apporté et ainsi de suite. D'autres aussi qui pensaient que, partant d'ici, ils sont, disons-le, entre guillemets, bien rémunérés. Très bien rémunérés d'ailleurs. Mais voyez-vous, c'est des sociétés de consommation. C'est des pays où le niveau de vie est élevé. De telle sorte que, même si vous gagnez 10 fois ce que vous aviez au Cameroun, tout ça passe. Vous ne faites aucune économie. Alors qu'avec le peu que nous avons ici chez nous, vous pouvez manger chaque jour 1 ou 2 repas, voire les 3 repas. Vous pouvez même dégager une petite économie pour aller investir dans l'agriculture et je ne sais plus très bien quoi. Et puis, vous vivez. Et notre fonction publique a un avantage énorme. Je ne sais pas si les gens le savent véritablement. C'est que dès que vous y entrez, sauf une gaffe monumentale, qu'on vous licencie ou qu'on vous révoque, vous êtes là et vous gagnez quelque chose du début jusqu'à la fin de votre carrière. C'est-à-dire que moi, vous allez à la retraite, vous avez votre pension. Et même après votre décès, vos ayants droit ont droit à quelque chose. Vous imaginez? Alors que dans le privé, à tout moment, ça peut s'arrêter. Alors que là-bas, à l'étranger, une fois que vous allez à la retraite, c'est terminé. Et lorsque vous retournez donc ici, c'est là que vous affrontez donc la vraie réalité. Parce que vous n'aurez pas économisé, vous n'aurez pas investi ici sur place, et vous redevenez un petit enfant. Vous voyez? Donc, la fonction publique, oui, on n'est pas là pour être riche. On n'est pas là pour s'enrichir, mais avec le peu que l'on a, on est assuré pour toute la vie. Et on est là pour servir. Là réside également l'une des préoccupations des Camerounais, la qualité de service. Est-ce que monsieur le ministre suit de près la qualité de service des agents publics, services rendus par des agents publics? On se plaint quand même des retards, de l'absentéisme, des dossiers qui s'amoncellent. Est-ce que vous vous interrogez, vous suivez de près, vous faites des descentes inopinées? Nous y travaillons. Nous comptons beaucoup sur les chefs hiérarchiques. Même là aussi, vous me direz on a l'impression que les chefs hiérarchiques sont parfois complices d'un certain nombre de situations, par exemple ceux qui partent et tout, mais qui ne sont pas signalés. Je ne sais pas si je dois déjà considérer votre question comme étant une transition pour nous amener vers Aigle. Nous sommes en train d'aller. Je crois qu'on a déjà abordé deux petits aspects qui nous amènent vers Aigle. C'est que Aigle va donc nous aider à résoudre cette épineuse question
de l'absentéisme. Parce que il y a tout un module qui n'est pas encore opérationnel au moment où nous parlons. Il va l'être, ce module, d'ici peu. C'est le module biométrique. La biométrie dans Aigle va nous permettre de mieux contrôler les présences. Parce que nous avons l'ambition, l'État du Cameroun a l'ambition, grâce à la biométrie, d'installer des bornes biométriques dans nos 10 régions, les chefs-lieux de région, dans nos 58 départements et dans nos 360 arrondissements. Et l'agent public va désormais avoir l'obligation d'aller se présenter, soit à travers son pouce, pour qu'on vérifie les empreintes digitales, soit à travers la reconnaissance faciale. Et on va instaurer une certaine périodicité. Je ne peux pas encore vous dire laquelle, parce que tout cela est à l'étude, de telle sorte que, après cette période, si M. Jean-Jacques Zé n'est pas venu se présenter, le système lui-même, ce ne sera plus votre chef, le chef lui-même va le système va signaler et même stopper tout en ce qui vous concerne. Ça va être mis entre parenthèses. Au niveau du ministère des Finances, votre solde va être suspendu jusqu'à ce que vous reveniez vers nous pour nous expliquer, pour nous dire votre situation, pourquoi vous avez été absent. J'espère que vous savez, M. Jean-Jacques Zé, qu'après 30 jours, je dis bien 30 jours d'absence irrégulière, le fonctionnaire ou l'agent de l'État ou le contractuel d'administration est passible de la sanction suprême, c'est-à-dire la révocation pour ce qui est du fonctionnaire ou alors le licenciement pour les contractuels. Tout ça est contenu dans le statut général de la fonction publique. Et c'est pour ça que je souhaite vraiment que nos compatriotes lisent attentivement ce statut et même les statuts particuliers et spéciaux pour être au courant de tout ce qui se passe. Alors, ils verront d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'avantages aussi, mais là qui ne sont pas toujours connus. Est-ce qu'on va attendre cela? Le mal est là, on le vit au quotidien, les usagers en souffrent. Est-ce qu'on va attendre la mise en œuvre de ces opérations annoncées derrière ou dans le contenu de l'Aigle? On va attendre, on ne va plus attendre des années. Je vous ai dit que 12 des 14 modules prévus dans Aigle sont déjà opérationnels. La biométrie, dont nous sommes en train de lancer l'opérationnalisation, elle devrait être effective d'ici le mois de juin 2025. Nous allons commencer par l'expérimenter dans 3 administrations, à savoir le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère des Finances et le contrôle supérieur de l'État. Nous allons l'expérimenter pendant un temps relativement court. Et si nous constatons que le système fonctionne bien, immédiatement on va généraliser pour que ce soit dans l'ensemble des administrations. Et donc le contrôle des effectifs va être beaucoup plus rigoureux. Et ça va d'ailleurs permettre à l'État, vous allez voir, de faire des économies. Parce que du travail qui se fait et va se faire dans le cadre de la mise en place de Aigle, c'est le volet communicationnel. La communication doit s'intensifier. Vous voyez par exemple hier, lorsque les gens attendaient leur solde du mois de février, nous étions hier le 24, le 24 février, et ils ont constaté que jusqu'à quelque chose comme midi, ils n'ont pas reçu le petit message très intéressant qu'ils avaient reçu en janvier, leur annonçant que, monsieur Jean-Jacques Zé, votre solde est payé par Aigle et le montant de la solde est de temps. Vous voyez un peu? Et alors, il y a eu beaucoup
beaucoup de choses qui ont été dites dans les réseaux sociaux. Il y a même eu beaucoup de caricatures. Alors, nous avons tenu à les assurer et à les rassurer en disant que non, le travail est en cours. Aigle est en train de travailler. Vos soldes sont en train d'être dirigés là où elles doivent être dirigées. Et depuis hier soir, tout le monde a reçu le message. Moi-même, j'ai reçu le message qui m'annonce mon salaire. Et puis, certains, et là je voudrais vraiment sensibiliser nos compatriotes, les agents publics, qui ne se laissent pas berner par les marchands d'illusions, qui ne se laissent pas tromper par ceux qui croient pouvoir ou devoir faire le travail à notre place en leur disant nous mettons à votre disposition telle application ou telle plateforme pour vous faciliter la tâche. Non. Et ils le font moyennant paiement. Nous disons non. Le service public est totalement gratuit. Nous avons mis à leur disposition une plateforme qui est aigle.gov.cm. Ça commence par portail. Oui. Portail.aigle.gov.cm. Ils peuvent adresser dans ce portail toutes leurs requêtes. Et nous allons leur apporter des éléments de réponse. Parce que l'interactivité va fonctionner à merveille également lorsque tout cela aura été mis en place, de telle sorte que vous puissiez poser une question et que vous ayez des éléments de réponse directement à partir du système lui-même. Nous avons également notre numéro vert, le 1522. Si vous avez un souci, vous posez la question. Et un opérateur au bout du fil va vous répondre. Il y a également, évidemment, le site web du Minfopra, www.minfopra.gov.cm. Adressez-nous vos requêtes. Nous allons vous apporter des éléments de réponse. N'écoutez pas. Et c'est pour ça que hier, par exemple, beaucoup se sont fourvoyés. Il y en a qui sont allés chercher leur bulletin de solde et ils ont reçu un document qui était vide. Et on disait en bas, solde nul. Alors que le vrai bulletin de solde, lui, il était en train d'arriver. Et le vrai bulletin de solde, c'est celui qui, non seulement va donner le montant de votre salaire, mais qui a surtout le code QR. Parce que c'est ce code qui vous indique que là, c'est le document authentique qui sort de Aigle. Alors que celui qui indiquait la solde nulle, il n'avait qu'à constater qu'il n'y avait pas le code QR. Pour constater que non, ce n'est pas le bon document. Donc, je crois que... Alors, ce sont toutes ces garanties de sécurité. Beaucoup. On va revenir là-dessus.